Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose légale. Les Américains appellent ça forensic hypnosis. Et je vous en avais un tout petit peu parlé en revenant de la NGH il y a 2 ans, de la convention de la NGH. J'avais croisé du monde qui pratiquait cette méthode-là. Et moi, dans ma tête, l'hypnose exploitée pour les enquêtes ou pour le tribunal, ça me semblait avoir complètement disparu. Et ça fait quelques temps que je me disais que j'aimerais me former à ça, ou en tout cas suivre des cours. Et j'ai un cours de Don Motin. Donc Don Motin, c'est maintenant le président de la National Guild of Hypnotists, qui est aussi celui qui forme à tout ce qui est training pour la NGH, qui a un cours spécialement sur le forensic hypnosis. Et je vais juste vous donner quelques éléments des premières parties que j'ai pu voir. C'est quelques éléments très simples, je trouve que c'est sympa d'un point de vue historique, ça nous fait un petit peu réfléchir. Après, lui, il le détaille sur certains aspects très spécifiques des États-Unis. À ma connaissance, on n'utilise plus en France l'hypnose pour quoi que ce soit d'un point de vue légal. Peut-être que je me trompe, alors s'il y a des potes policiers ou des potes juristes qui sont au courant, n'hésitez pas à partager, histoire que on puisse mettre peut-être à jour les infos. Donc voilà, je vais vous faire un peu dans l'ordre du cours. Un des points qui a été intéressant, c'est que la première fois qu'il a été utilisé, que l'hypnose a été utilisée officiellement pour une enquête, ça a été en 1845. Et il s'est avéré qu'un gamin de 14 ans avait volé 4 dollars dans un magasin. Et en faisant de l'hypnose à une dame qui avait vu les éléments, ils ont pu retrouver le gamin et le gamin a avoué. Il faut voir que la même année, en 1845, il y a Esdell, donc là on parle d'hypnose plutôt thérapeutique, a fait sa première opération sous hypnose en Inde, hein, je vous le rappelle. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que en 1897, la Cour suprême de Californie a estimé que les preuves proposées par l'hypnose étaient inacceptables et ne pouvaient pas être validées comme étant quelque chose d'utile dans une enquête. Ce qui revient à ce que nous on connaît énormément et auquel on adhère pas mal, c'est les faux souvenirs, que la mémoire est fragile, qu'il est possible d'induire des idées, des orientations, et que si on utilise de l'hypnose avant les procès pour écouter les différentes personnes qui sont des témoins ou autres, il est possible, si on accepte complètement que l'hypnose soit présente, qu'il y ait à ce moment-là des faux souvenirs qui soient induits, et ça peut orienter énormément ce qui va se passer à venir. Alors, par contre, ils expliquent qu'en 68, il y a un cas qui s'appelle Harding contre l'État, qui a changé l'opinion sur l'hypnose. Il s'avère que la Cour du Maryland a décidé que l'hypnose était quelque chose de positif après qu'une femme sur qui on avait tiré et qui avait vécu une tentative de viol a réussi à clairement identifier le coupable. Donc là, ça a commencé à changer un petit peu au niveau des US. Ça serait intéressant de voir, nous en France, qu'est-ce qu'on a comme historique à ce niveau-là. Et dans les années 80, il y a pas mal de personnes, notamment des psychiatres, qui ont commencé à utiliser l'hypnose d'un point de vue légal pour aider à ce niveau-là. Apparemment, ce qui a fait beaucoup bouger, c'est ce qu'ils expliquaient, les cas de Ted Bundy, Sham Shepard, de Boston Strangler, etc. Qui apparemment a donné pas mal d'informations. Ted Bundy, en 86, avait enlevé une jeune femme, et il y a
il y a une serveuse qui s'appelait Clarence Anderson qui, sous hypnose, dans 2 sessions différentes, avait pu se rappeler que Bundy avait enlevé, ou ramené en tout cas, une femme qui s'appelle Kimberly dans un van blanc qui était parqué à ce moment-là près d'une école. Et il s'avère que quand Bundy a commencé à admettre ses meurtres, c'est un élément qu'il a donné, donc ça a redonné une forme de valorisation à l'hypnose dans ces cas-là. Alors vous verrez, c'est assez intéressant parce que Don Motin, il insiste vraiment pour dire il faut qu'on utilise l'hypnose d'une certaine façon et pas d'une autre. Si on va trop vite, si on pose trop de questions, on va influencer plein de choses et on risque de ne pas faire correctement, de ne pas exploiter correctement la compétence entre guillemets de l'hypnose. Alors, ce qui met des points intéressants, il explique alors qu'au Texas, il y a à peu près 40 à 50% des officiers de police qui utilisent l'hypnose forensique, l'hypnose légale. Et c'était d'ailleurs intéressant parce qu'un des profs que j'aurais aimé aller voir m'expliquait que lui, il enseignait au Texas et qu'il aidait donc la police de son comté. Bon, ça on s'en fout. Oui, alors en Californie en 76, après que un conducteur de bus et 27 étudiants ont été kidnappés et retrouvés vivants grâce au fait que justement le conducteur du bus ait pu s'échapper et se souvenir sous hypnose de la plaque d'immatriculation, ils ont revalidé l'hypnose comme étant utile. Et aujourd'hui, dans certains états, c'est en gros, ils demandent les mêmes éléments clés que le polygraphe. Donc plutôt intéressant. Alors, ce qu'il dit d'un point de vue, dans un premier temps, et qui est vraiment important, il dit ne lidez pas le client. Donc, c'est là où l'hypnose indirecte a plus de sens. Et alors, pas l'indirect directive, mais vraiment l'indirect indirect en étant dans le non spécifique le plus possible, en ne questionnant pas forcément sur un truc hyper précis. Sinon, si on donne quelque chose de précis, bam, le gars il peut créer automatiquement, comme un biais de confirmation, tout simplement, plein d'éléments et une histoire. Donc là, je pense que le langage est intéressant et je pense que le Milton Model, mais vraiment pas dans l'idée de créer une suggestion, mais dans l'ouverture à ce moment-là de la conscience du partenaire, ça a complètement du sens. Donc ne jamais prendre le lead quand il y a du forensic hypnosis. L'idée aussi, c'est de prendre énormément de temps. Il appuie beaucoup sur l'idée que si tu es quelqu'un qui n'est pas patient, qui veut absolument des détails, qui veut des réponses claires, etc., dans ce cadre d'hypnose légale, tu risques de passer à côté d'énormément de choses et ça risque au contraire d'être plus problématique que de n'apporter des éléments intéressants pour avancer. Des petits points qu'il a partagés. Il dit que, alors là on est aux États-Unis, qu'il faut toujours qu'il y ait un policier qui soit là pour confirmer les informations qui ont été apportées et qui puisse écouter la session d'hypnose. Le policier, avec les connaissances qu'il a, il peut aussi contredire ce qui a été dit pour indirectement pouvoir avoir plus d'informations et tenter de voir si ça peut recoller ou pas. Il faut toujours enregistrer les sessions pour déjà savoir ce qui a été dit par l'hypnotiseur. Comme ça permet de voir s'il a induit des choses ou pas. Il conseille aussi, si possible, aujourd'hui, c'est assez facile de filmer. Il dit en déconnant, surtout, vous n'hypnotisez pas les officiers de police. Parce que il y a des moments ça peut confusionner énormément de choses. Il faut simplement que la notion hypnotique soit vraiment dans un état de relaxation. Donc après il a donné des détails, mais où est-ce qu'on le fait, on
peut le faire à l'hôpital, on peut le faire à notre bureau, on peut le faire au commissariat, on peut le faire dans une entreprise. Lui d'ailleurs, et le dernier c'était quoi? Police département, hôpital, ou à la maison du sujet qui est interviewé. Clairement, il dit que la plupart du temps ça se fait à l'hôpital ou chez le département de police, mais le problème c'est que c'est un peu stressant pour les gens et que pour lui la relaxation dans ce type d'accompagnement est essentielle. Qu'est-ce qu'il donne comme info d'autre? Ouais, combien de temps faut prendre pour une session? Faut pas hésiter à prendre entre 60 et 90 minutes. Il y a ah oui, alors ça c'est intéressant. Des éléments à considérer. Il dit en gros le nombre de sujets, le nombre de personnes qui va être là et à qui on doit faire une session d'hypnose, le type d'infos recherchées, savoir si on va faire une régression générale ou une régression spécifique, la durée à laquelle le sujet a été exposé à la problématique. Si le mec il était dans le magasin depuis 25 minutes et qu'il a vu pendant 20 minutes un problème, c'est pas la même chose que si c'est quelqu'un qui voit une voiture passer devant lui et que ça dure 30 secondes. Et les peurs du sujet par rapport à l'hypnose notamment. Voilà pour cette petite introduction. De ce que j'ai regardé du livre de cours, il y a d'autres éléments qui sont intéressants, assez spécifiques aux US, mais je pense que pour nous, ça nous permet de nous ouvrir l'esprit, de s'interroger, de voir ce qu'il est possible de faire avec eux, leur feedback. Et de là à les proposer à la police, il y a un delta, mais ça peut toujours être sympa de s'interroger sur ce qu'il est possible ou pas de faire et comment le faire de façon le plus clean possible afin d'éviter les conneries. Et ça peut aussi nous aider dans notre pratique par rapport notamment à tout ce qui est travaux régressifs, parce que c'est ce qui va être le cœur quand même de Forensic Hypnosis. Et à certains moments, ne pas aller vers une autoconfirmation de ce que veut le partenaire, mais laisser cette espèce de notion un peu obscure qui va, avec le temps, peut-être coïncider avec des éléments et donner des infos importantes pour nos partenaires. Si vous avez des questions à des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.